Je sais que je ne suis pas la seule à me laisser envahir parfois par le désespoir. Pourtant, il y a encore des moments où nous voyons les processus de la vie continuer à se déployer, où nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la vie est mue par un pouvoir plus profond que celui de la bombe et du fusil. Un pouvoir qui pourrait prévaloir si nous savions comment faire appel à lui. Le sujet est cet appel au pouvoir. Un pouvoir basé sur un principe très différent du pouvoir sûr, de la domination. Le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. Il est à entendre au sens premier du mot pouvoir, qui vient du latin populaire podere, être capable. C'est le pouvoir qui vient du dedans, le pouvoir du dedans. Je l'ai appelé immanence, un terme, à dire vrai, froid et intellectuel, et je l'ai appelé déesse. Le mot déesse gêne beaucoup de personnes qui se définiraient comme des politiques. Il embarrasse aussi ceux qui se définissent comme spiritualistes ou religieux. Il évoque le paganisme, le sang, la sexualité, les pouvoirs du bas. Si nous voulons survivre, la question devient: comment renversons-nous non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe du pouvoir sûr? Comment donnons-nous forme à une société fondée sur le principe du pouvoir du dedans? Nous devons ébranler toutes les vieilles divisions. Les séparations confortables ne sont plus opérantes. Un changement de paradigme, de conscience, est toujours incommodant. Les problèmes sont plus vastes que ne l'impliquent les termes de religieux et politique. Ce sont des problèmes de connexion complexes. Car même si l'on nous a appris que les problèmes sont distincts, que le viol est distinct de la guerre nucléaire, que la lutte d'une femme pour l'égalité de salaire n'est reliée ni à celle de l'adolescent noir pour trouver un travail, ni à celle contre l'exportation d'un réacteur nucléaire vers un site de faille sismique près de volcans en activité aux Philippines, toutes ces réalités sont formées par la même conscience qui modèle nos relations de pouvoir. J'appelle cette conscience mise à distance, car son essence est de nous faire nous voir nous-mêmes à l'écart du monde. Nous sommes à distance de la nature, des autres êtres humains et même de certaines parties de nous-mêmes. Nous voyons le monde comme constitué de parties divisées, isolées, sans vie, qui n'ont pas de valeur par elles-mêmes. Elles ne sont même pas mortes car la mort implique la vie. Le retrait du contenu, de la valeur, sert de fondement à l'exploitation de la nature. Les forêts et les bois n'ont plus été sacrés. Le concept de bois sacré, d'un esprit faisant corps avec la nature, a été considéré comme idolâtre. Mais quand la nature est vide d'esprit, la forêt et les arbres ne sont plus que des troncs, des choses à mesurer en stères, valables seulement pour leur rentabilité, et non pour leur existence ou leur beauté, ou même comme partie d'un écosystème plus vaste. La dévalorisation des êtres humains autorise la formation de relations de pouvoir dans lesquelles les êtres humains sont exploités. La valeur intrinsèque, l'humanité, est réservée à certaines classes, à certaines races, au sexe masculin. Leur pouvoir sur les autres est ainsi légitimé. Parce que nous doutons de notre existence, nous doutons de nos propres sensations et des leçons de notre expérience. Nous voyons nos pulsions et nos désirs comme intrinsèquement chaotiques et destructeurs, nécessitant répression et contrôle, de même que nous voyons la nature comme une force chaotique et sauvage, nécessitant un ordre imposé par les êtres humains. La mise à distance imprègne notre société si fortement qu'elle nous semble être la conscience elle-même. Même le langage qui permettait une autre approche a disparu, ou a été délibérément déformé. Pourtant, une autre forme de conscience est possible. En fait, elle a existé dès les premiers temps, fut à la base d'autres cultures et a survécu, y compris en Occident, de manière clandestine. C'est la conscience que j'appelle immanence, l'attention au monde et à ce qui le compose, un monde vivant, dynamique, interdépendant et interactif, animé par des énergies en mouvement, un être vivant, une danse serpentine. Je suis en train d'écrire près d'un lac à 2000 mètres d'altitude. L'eau calme est un miroir parfait où se reflètent des affleurements arrondis de granit gris et rose, qui ont été moulés dans des formes ondulantes qui sont sexuées. Ici, en altitude,
il semble clair non seulement que chaque chose est sexuée, mais que la sexualité est une expression de la force en mouvement, sous-jacente, qui sous-tend toute chose et lui donne la vie. La lumière pénètre l'eau. Il semble que la sexualité puisse être un processus en miroir. En miroir, nous incorporons quelqu'un d'autre à nous-mêmes, et nous sommes changés par cet autre. En miroir, nous sommes reconnus, nos êtres sont reconnus, nous sentons notre impact. Cependant, le miroir est facilement déformant. La culture de la mise à distance déforme tout pouvoir en pouvoir sûr, en domination. L'érotisme devient une nouvelle arène de domination et de soumission. Nos systèmes politiques et économiques, notre science et notre technologie sont enracinés dans notre aliénation par rapport à nos corps et par rapport au royaume des sensations profondes. L'impératif de l'éthique puritaine au XVIIe siècle et le dénigrement de la sexualité qui a accompagné les bûchers de sorcières ont créé les conditions du développement du capitalisme et de l'aliénation des classes paysannes au travail salarié. Aujourd'hui, tant que nous sommes coupés de sources de sensations profondes, nous restons des consommateurs avides de substituts préemballés qui sont vendus avec profit sur le marché. Quand nous perdons notre sens de la beauté, nous devenons disposés à accepter la laideur créée par notre culture. Nous nous coupons aussi nous-mêmes de l'horreur et du désespoir que nous aurions pourtant à reconnaître. Mais notre sexualité peut nous apporter une autre sorte de pouvoir, comme le décrit Audre Lorde, le pouvoir qui vient de notre très profonde connaissance non rationnelle, cette danse particulière, dans les profonds replis du corps. Comprendre que l'éros, cette énergie, nous ouvre en grand la possibilité d'une relation érotique avec la terre. Nous pouvons aimer la nature, pas simplement esthétiquement, mais charnellement, avec notre corps, avec nos os. Cette sorte d'amour est une menace pour toutes les propriétés de la culture de la mise à distance. L'amour qui reflète la nature sauvage peut se transformer en lutte pour la protéger et peut nous donner la force profonde dont nous avons besoin. Cet amour est connexion. Quand nous le sentons profondément, par exemple avec un chêne, quand nous sentons l'âme de l'arbre pénétrer nos corps, quand nous sentons notre flux d'énergie couler à travers la terre dans ses racines, quand nous allons jusqu'à nous fondre avec son arbritude, quand nous allons jusqu'à fondre avec lui et faire un avec son arbritude, nous prenons des forces pour le combat qui protège son tronc de la hache, ses feuilles des radiations. Nous prenons des forces pour le combat qui protège son tronc de la hache, ses feuilles des radiations. Reconnaître que l'érotisme est énergie restaure l'éros au corps tout entier. Il échappe ainsi aux limites de quelques étroites zones de plaisir. Tout le corps devient un organe de réjouissance. Avec lui, nous pouvons répondre avec plaisir à la vaste beauté du monde vivant. L'échange d'énergie érotique crée des schèmes. Traditionnellement, c'est la base de la famille. Dans la culture patriarcale, la famille elle-même devient une autre arène d'autorité, une structure hiérarchique de domination. La famille reflète la culture reflète la famille. Et les enfants, qui grandissent à l'intérieur d'une famille, reflètent sa structure dans la formation de leur soi le plus intime. Ainsi, nos âmes adoptent en grandissant des schèmes d'autorité et de domination. Et les familles que nous créons, les relations que nous établissons, sont corrompues par nos luttes pour le pouvoir des uns sur les autres. L'amour est rarement aussi clair que le reflet d'une branche dans l'eau. Aujourd'hui, cette même énergie peut être la source d'un nouveau lien. Elle peut lier nos cercles ensemble, non parce que nous frottons nos organes génitaux ensemble, mais parce que nous permettons à nos rencontres d'explorer fortement nos sensations, de comprendre des actes de beauté et d'émotion. Une peur court comme un fil rouge à travers la culture occidentale, depuis les pères de l'Église jusqu'à Freud. La sexualité, si elle n'est pas tenue en laisse par l'autorité intériorisée, par la haine de soi, va devenir sauvage et détruire la civilisation. Mais la sexualité a en fait son propre principe régulateur, son propre rythme d'expression et de limitation, d'épanouissement et de satiété. Connaître ce rythme, l'honorer dans sa chair et dans son cœur. Il n'y a pas d'échappatoire dans le monde privé de l'amour et de la romance, car personne ne peut aimer librement dans une société fondée sur la domination.
Inversement, le combat public contre la domination ne peut être mené avec joie et verve si nous n'y apportons pas un sens du pouvoir personnel, une force animée par l'étincelle électrique et érotique de l'énergie terrestre courant librement dans nos corps. La levée de la force érotique est la levée d'un grand pouvoir de transformation. Quand l'éros est fort, la domination s'écroule. La pornographie bat en retraite et l'autorité ne peut maintenir son emprise.